On continue cette célébration de 20 ans de systématique avec une conférence qui va parler de réindustrialisation, de décarbonation, et de réindustrialisation des défis et les solutions. Je suis Bastien Villebras, le coordinateur de l'enjeu transformation numérique des territoires, mais nous accueillons surtout 4 intervenants que je vais citer dans l'ordre de présentation. Jean-Pierre Cornu, président d'Agir IT et qui est aussi extrêmement impliqué dans le pôle systématique, puisqu'il est notre président de l'enjeu industrie et services de systématique, entre autres, j'ai envie de dire, mais voilà, on ne va pas prendre trop de temps non plus. Mona Trecchia, conseillère territoriale développement numérique de Plaine Commune, qui est aussi VP de l'enjeu territoire de systématique. Christophe Manerf, directeur programme performance carbone chez Orange. Et enfin Pierre Bonin, délégué territorial de Val-de-Seine chez Natran. Alors je crois, je me trompe tout à l'heure dans les... Bon, on va la laisser comme ça de toute façon, c'est toujours intéressant pour vous. Je ne vais pas vous faire une très longue introduction, je pense que tout le monde a en tête le défi qui est devant nous autour de l'idée d'industrialisation et de décarbonation, 2 mots qui pourraient paraître un peu antinomiques et pourtant qui doivent aller de pair, notamment avec les évolutions climatiques. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler pendant trop longtemps, on les vit un peu en ce moment, mais aussi des évolutions économiques, géopolitiques qui font que ces 2 notions d'industrialisation et de décarbonation sont corrélées, ou en tout cas le sont de plus en plus, avec un objectif fort, en tout cas en France, de développer des industries souveraines, innovantes et responsables. Alors pour ça, je vais me tourner en premier vers Mona Trecchia, conseillère, comme je vous le disais, territoriale de développement numérique à Plaine Commune, parce que, quelque part, c'est quand même les territoires qui sont les premiers impactés à la fois par l'aspect de réindustrialisation et de décarbonation. Et donc Mona a beaucoup de choses à nous dire dessus. Elle va même nous emmener faire un petit voyage. Alors, vous m'entendez bien? Je crois qu'effectivement, bonjour à toutes et à tous déjà. Donc moi je suis Mona Trecchia, Plaine Commune. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même vous donner la big picture de ce que c'est. C'est 450 000 habitants, 150 nationalités, 8 villes de Seine-Saint-Denis et au-delà d'avoir reçu le JOP 2024, on est très investi sur l'innovation sociale, développement durable et économique sur le volet numérique, mais pas que. Alors la décarbonation des territoires, bien entendu, c'est un sujet majeur. C'était un simple objectif il y a quelques années, mais je crois qu'aujourd'hui c'est devenu une urgence structurelle et dans le cadre de l'enjeu de transformation numérique des territoires du pôle systématique, on fédère l'ensemble des territoires franciliens sur les sujets de transformation numérique et notre idée est de fédérer, essaimer, industrialiser, rationaliser, puisque de toute manière on a à la fois cet enjeu de décarbonation des territoires, mais on a aussi des enjeux de passer à l'échelle sur des projets et de les bâtir ensemble, parce que rapprocher les besoins des territoires avec les écosystèmes type tech qu'on retrouve aussi aujourd'hui pour les 20 ans, d'ailleurs, joyeux anniversaire au pôle systématique, c'est l'objet vraiment de cet enjeu de transformation numérique du territoire, donc de rapprocher ses besoins, et puis c'est aussi d'avoir des défis, de bâtir ensemble, je dirais, le monde de demain et de démarrer à l'échelle locale et de pouvoir les déployer. Alors moi j'ai envie de vous faire en préparant cette table ronde, j'ai dit faisons un voyage en 2050. On est tous un petit peu au courant de ce qui se passe côté souveraineté, côté gestion de la data, les modèles économiques qui évoluent, comment on arrive à répondre à ces enjeux à travers des situations géopolitiques qui sont complexes. Et j'avais envie d'imaginer avec vous ce voyage en 2050. Alors je pourrais vous parler de tous ces enjeux avec les terminologies très techniques, etc. Mais moi j'ai imaginé Gaïa, une citoyenne qui a 50 ans et qui est en 2050. Quel est son univers et quelle est sa quotidienneté avec ce numérique et cette révolution qu'on est en train de vivre, notamment avec l'intelligence artificielle. Alors,
En 2050, ça va te plaire Jean-Pierre, la décarbonation n'est plus une utopie. Elle m'a écrit une lettre, Gaïa, hier, et c'est pas ChatGPT qui m'a écrit. C'est vraiment Gaïa. Et aujourd'hui, elle aimerait simplement vous raconter une journée normale dans un monde où tous les défis, 25 ans avant, paraissaient impossibles, et pourtant, ils ont été pour la plupart réussis. Elle est dans un logement à énergie positive. Il a été construit en matériaux biosourcés locaux. Et il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. C'est le rêve. Je regarde mon énergéticien à côté de moi. Il connaît ses besoins parce que elle a un jumeau numérique personnel qui est piloté par un réseau intelligent. Et il connaît ses besoins, il respecte ses choix, donc le côté la démocratie de demain aussi entre en jeu, et il ne capte pas ses données sans les protéger. Il l'aide à organiser sa journée en l'accompagnant avec bienveillance. À 8h, elle part travailler dans une capsule autonome partagée qui vient la récupérer. Elle roule grâce à une batterie non polluante fabriquée en Europe. Pas mal. La circulation est fluide. Les véhicules, les flux, les énergies, la logistique urbaine sont coordonnés en temps réel grâce aux jumeaux numériques territoriaux. Ces systèmes permettent à la ville d'anticiper les risques climatiques, de lisser les pics de consommation énergétique, de réagir aux événements, puisque les territoires sont résilients. La résilience est donc devenue structurelle. Elle arrive dans un éco-hub, où elle travaille. On y répare, on recycle, on réinvente, avec les nouveaux modèles économiques, puisque l'économie circulaire et les circuits courts sont devenus son quotidien. Grâce à l'IA locale prédictive, on sait à l'avance quand un appareil va tomber en panne. On le répare avant qu'il ne devienne un déchet. D'ailleurs, les industriels se sont emparés et font de l'éco-conception. Et il n'y a presque plus de déchets à recycler. La gestion des déchets, enjeu majeur de la décarbonation et du développement durable, n'est plus un problème car tout est pensé pour être réutilisé, réinjecté ou transformé. À midi, elle mange dans une cantine locale. Les ingrédients viennent des fermes agroécologiques autour de la ville. Ils sont livrés par des drones électriques intelligents, optimisés par l'intelligence artificielle. Même le compost est valorisé dans les micro-usines à proximité pour produire du biogaz ou enrichir les sols. Et si elle a besoin d'un service public, les collectivités entrent en jeu. La collectivité est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une question, un projet à soumettre, une idée à proposer. Il suffit juste de se connecter à la plateforme citoyenne open source, éthique et européenne. Son jumeau numérique l'aide à lire les documents, à comparer les scénarios, mais ici l'IA n'impose jamais, elle suggère, elle explique, elle accompagne. C'est toujours les citoyens qui décident. L'éclairage, la cybersécurité, la sécurité sont au cœur des enjeux du quotidien et pris en compte par la collectivité. Parce que oui, en Europe, chaque nouveau cas d'usage de l'IA est débattu démocratiquement via la plateforme citoyenne. Les écosystèmes deep tech sont tournés vers les besoins réels des collectivités et des citoyens. On ne teste plus la technologie sur les citoyens, on la conçoit avec eux et pour eux. Et les géants d'hier, il faut bien parler aussi des GAFAM et des BATX, ils ont chuté, leurs modèles centralisés et énergivores ont fini par s'effondrer malgré leurs innovations. L'IA générative a bouleversé leur modèle économique, les données se sont ouvertes. Aujourd'hui, les systèmes informatiques sont open source, souverains, fabriqués en France ou en Europe. L'éthique technologique est devenue un standard. Les données ne quittent plus les territoires et nous en sommes propriétaires. Elles sont hébergées dans les micro-data centers écologiques. On a réinventé les circuits courts de la donnée sous contrôle citoyen. Et le soir, bien entendu, elle rentre chez elle. Sa maison a anticipé son retour. Sans gaspiller une goutte d'énergie, son jumeau numérique l'informe d'un débat local où elle peut lui proposer une activité avec ses voisins et en famille. Il l'aide à mieux vivre sans jamais la contrôler et permet d'améliorer sa gestion de sa santé. Alors, l'idée, c'était de vous faire ce voyage en 2050 et de se dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on mène en termes de collectivité, donc là, tout ce qui a été survolé, c'est l'ensemble des hubs du pôle systématique, que ce soit le hub société, le hub cybersécurité, le hub IA, et pour vous dire que en fait, les collectivités aujourd'hui, face à la décarbonation, elles essaient
d'imaginer comment on va penser la ville de demain et surtout comment on va la bâtir ensemble avec l'ensemble des écosystèmes, avec notamment les enjeux de souveraineté et de toute cette révolution qu'on est en train de vivre. Voilà un petit peu ce que je voulais vous proposer comme voyage en 2050, et je crois que mes collègues aussi vont pouvoir réagir sur les différentes thématiques. Tout à fait, merci beaucoup. Mona? Oui, merci. Alors, on va revenir en 2050. Et en 2050, moi j'ai été interrogé par Gaïa. Et Gaïa, elle est venue me voir en disant, mais comment vous avez fait pour parvenir à résoudre tous ces problèmes, vous les Gaulois? En 2025, vous vous tapiez sur la gueule, vous n'aviez aucune vision collective, il y avait la vision dystopique de la gauche, la vision millénariste d'un certain nombre de gens, et malgré tout, on a résolu plein de problèmes. On est arrivé à décarboner, on est arrivé à tirer profit du fait qu'on avait le mix énergétique le plus décarboné d'Europe. Et c'est intéressant de voir comment le numérique a contribué à ça. Alors je lui dis, effectivement, il y avait en 2025 des gens qui pensaient qu'il valait mieux être tiré par le futur que poussé par le passé. Et quand on est tiré par le futur, on a une vision, on a une volonté, et on a surtout envie de ne pas céder à toutes les sornettes des gens qui nous tirent vers le bas. Et ces sornettes, c'est refuser la technologie, refuser la science, ne croire qu'aux balivernes qui faisaient les beaux jours du XVIIIe siècle, et ne pas se mettre dans une situation prospective, volontariste et lucide. Et alors, effectivement, en lui expliquant le cheminement de notre groupe de travail systématique en 2025, je lui ai dit, au fond, les choses changent peu, et on vient de le voir pour l'intelligence artificielle. On a toujours les mêmes problématiques, et nous sommes toujours des humains, avec nos passions et nos contradictions. Et c'est pourquoi, lorsqu'on a décidé de travailler en 2025 sur la décarbonation systématique, on a voulu répondre à une question qui nous était posée, en disant, vous faites la promotion du numérique, mais le numérique, c'est dégueulasse, vous regardez Netflix, ça consomme 30 litres d'eau, vous faites une requête dans Google ou dans Mistral AI, et ça consomme de l'énergie, c'est pas possible. Et alors on a essayé de comprendre. Et au fond, la bonne démarche par rapport à des phénomènes complexes, c'est mesurer. On commence par mesurer. Ensuite, on essaie de comprendre avec un regard scientifique, pas avec des commérages de réseaux sociaux. Et en comprenant, on modélise. Et quand on modélise, on se dit, ben, on va pouvoir décider intelligemment, évidemment dans l'incertitude, mais en décidant, tu as beaucoup parlé de jumeaux numériques, mais en décidant et en regardant ce qui se passe de façon concrète, on peut corriger. Et c'est cette mécanique que nous avons mis en œuvre dans notre groupe de travail. Essayer de comprendre, c'est effectivement faire une base de données d'articles scientifiques et techniques qui est à votre disposition. Et on accumule plein de matériaux parce que le sujet est complexe, il est divers, il fait appel à différents créneaux scientifiques et technologiques, et on a besoin de mettre les choses à plat. Et donc on travaille beaucoup, nous, en petit groupe, mais vous êtes invités à y participer, bien évidemment, pour comprendre les interactions entre l'utilisation du numérique et la résolution des problèmes de société. La question n'est pas que le numérique doit servir le numérique. Le numérique, c'est notre outil de travail du XXIe siècle pour comprendre et résoudre tous les autres problèmes. Alors évidemment, on va consommer du numérique pour résoudre les autres problèmes. Mais il faut en permanence que le bilan entre ce qu'on consomme comme ressources et les gains que l'on fait soit positif. Et ça, c'est de la mesure. Il faut que nous mesurions partout. Et on s'est rendu compte, par exemple, que les consommations de flux étaient relativement faibles en termes de CO2, d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à la production des matériels. 70% c'est la production des matériels, 30% c'est leur utilisation.
La réponse simple, et vous venez de le dire, c'est on arrête de consommer n'importe comment des nouveaux matériels. On recycle, on reconditionne, on réutilise. Parce que en faisant ça, on a un gain considérable en termes d'émissions de CO2. Le deuxième élément, on évite la profusion d'écrans ou d'appareils. On peut mutualiser, on peut utiliser par exemple un grand écran familial pour regarder les matchs de foot plutôt que d'en avoir dans chacune des pièces. Plus ça crée de la synergie et c'est plutôt plus sympa. Donc, autant de mesures concrètes, de bonnes pratiques qui ne sont pas de l'écologie punitive, mais qui sont de l'adaptation de nos consommations à un nouveau mode de société où l'information et la connaissance font partie de notre quotidien. Il faut donc utiliser l'information et la connaissance avec intelligence pour faire en sorte que l'on s'approprie toutes les ressources et qu'on les utilise de façon pertinente. C'est complètement idiot d'aller dans ChatGPT ou dans Mistral AI pour faire une recette de cuisine, hein, alors qu'il y a des bouquins. C'est pas mal les bouquins, vous savez. Et il y en a partout. Il y a des petites boîtes en bois dans les villes où il y a des livres. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas de prise de recharge dans un livre. Donc c'est quand même intéressant. L'encre est permanente. Donc ça c'est intéressant. Donc l'usage rationnel, pertinent, nuancé des ressources technologiques permet de dégager un potentiel considérable pour résoudre les vrais problèmes. Et on a besoin de résoudre les vrais problèmes. Par exemple, gérer les réseaux complexes. Et là, on a besoin de numérique. Parce que c'est très compliqué. On se rend compte, par exemple, que sur le plan énergétique, la multiplication des sources, vous savez, tous les réseaux ont été conçus à la fin du 19e siècle, one way, dans un seul sens. Il y avait un producteur d'énergie électrique qui envoyait de l'énergie électrique consommée dans les ampoules domestiques, et personne ne produisait d'énergie à l'époque. Maintenant, ils sont bidirectionnels. Et c'est drôlement compliqué de gérer du bidirectionnel avec des électrons. Comment on le fait? Eh bien, on compte, on mesure avec des outils numériques. Donc, la réponse de Systématique à ce considérable défi de la gestion pertinente de la complexité de notre époque et de notre monde est bien du techno-solutionnisme. Oui, nous assumons le fait que pour résoudre des problèmes complexes, il faut des techniques complexes. Le codicile à ça, c'est qu'il ne faut pas croire que parce qu'on a un marteau, tous les problèmes ont des têtes de clous. Il faut donc utiliser avec discernement, avec intelligence, la puissance des outils pour résoudre des problèmes complexes et se contenter de façon pertinente d'outils plus modestes pour gérer des problèmes locaux. Et donc il y a cette réflexion constante que les industriels, que les opérateurs et que des groupes de réflexion comme les nôtres essayons de poursuivre, c'est de trouver le juste nécessaire pour aller mettre le point d'appui de la compétence technologique là où il faut de l'intelligence pour résoudre des problèmes complexes. Et en faisant ça, on résout deux problèmes. On résout l'effet rebond qui consiste à toujours aller chercher la nouvelle techno sans avoir épuisé la précédente. Regardez dans vos placards, vous avez 40 prises de téléphone, vous avez des fils, des transformateurs où il y a du cuivre. Il faut les recycler, puisque ça manque le cuivre. Et tout ça est absurde. Donc il faut mutualiser, il faut gérer. Et venez travailler avec nous, parce que nous sommes ardemment désireux d'utiliser les outils du XXIe siècle pour résoudre les problèmes du XXIe siècle, mais on veut le faire avec discernement et intelligence, parce qu'on a du recul, parce qu'on a une vision systémique, et parce qu'on pense que la décarbonation de notre monde vaut bien qu'on se batte pour ne pas avoir 50 degrés toute l'année dans 30 ans.
Merci beaucoup, Jean-Pierre, et vous trois pour votre participation. On va devoir s'arrêter là parce qu'on est déjà un peu en retard. En tout cas, j'espère